Bon, c'est difficile de parler après Jérôme parce qu'il nous donne une image déjà très complète et une image, et c'est peut-être ce qui me permet d'introduire mon propos, une image de où nous en sommes. Je vais essayer, moi, d'apporter une sorte d'épaisseur un peu historique à ce qui vient d'être dit, les choses étant malheureusement tout à fait complémentaires. Alors, on nous a demandé de réfléchir sur le mot même de crise, ou sur la nature de la crise dans laquelle nous sommes plongés. Alors, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes en disant crise financière en 2007-2008, crise économique, et sociale. J'ajoute, mais c'était très clairement montré il y a un instant, crise politique, c'est très clair. J'ajouterai aussi crise morale, ça va avec. Et je voudrais ajouter qu'il faut peut-être réfléchir, si on prend un peu de recul historique, pour voir si cette crise n'est pas aussi un élément d'une mutation, c'est-à-dire d'une transformation de la société dans laquelle nous vivons, du monde dans lequel nous vivons, et une transformation si profonde qu'évidemment elle s'accompagne d'abord et avant tout de la crise, mais qu'il y a aussi des choses qui naissent et qui ne sont pas seulement de l'ordre de la crise. Alors, je vais le dire à ma façon, je pense que nous avons commencé à entrer dans ce qui prend l'allure un peu paroxystique actuellement de cette crise. Je pense que tout a commencé vers 73 ou 74, donc il y a maintenant une quarantaine d'années. On peut discuter tout ça, bien sûr, mais en gros, beaucoup de choses ont changé à ce moment-là, peut-être dans la conjoncture du premier choc pétrolier, mais aussi, si vous regardez l'économie, du fait de l'introduction extrêmement rapide de modifications dans le fonctionnement des entreprises. C'est dans ces années-là, par exemple, que l'on a assez rapidement compris qu'on pouvait produire autrement qu'avec ces énormes bataillons d'ouvriers spécialisés, OS, dans les usines, qu'on pouvait modifier les formes d'organisation du travail et, je dirais, commencer à se passer d'une partie de la main-d'œuvre, y compris celle qu'on venait de faire venir au cours des années précédentes, notamment d'Afrique du Nord. Et donc, dans ce contexte-là, il s'est passé plein de choses. Je ne vais pas vous faire un historique très complet. Mais enfin, nous sommes entrés dans une période où, puisque le nom de Stéphane Hessel a été évoqué tout à l'heure, où on est passé d'une immigration dite de travail à une immigration de peuplement. On a vu apparaître, à la fin des années 70, les premiers signes de ce qu'on ensuite on va appeler la crise des banlieues. On va découvrir au début des années 80 que le Front National n'est plus seulement un groupuscule. C'est en 83, lors de l'élection partielle de Dreux, qu'on en a pris vraiment conscience. On a découvert aussi, à peu près dans ce contexte, un peu plus tard peut-être, que l'islam devenait la deuxième religion de France. Et là, c'est le meilleur livre de Gilles Kepel, je pense, c'est celui qu'il avait intitulé « Les banlieues de l'islam », où il nous avait fait comprendre ce phénomène. Et on est rentré dans une période, et c'est ça le premier point sur lequel je voudrais insister, de crise du modèle républicain français. Ce qui veut dire que la crise, elle est aussi institutionnelle. Alors, moi, j'ai été un des premiers, pas le premier, mais parmi les premiers, à dire le modèle républicain français ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas ? Parce qu'il fait des promesses qu'il ne tient pas. C'est magnifique, l'idée républicaine. Mais encore faut-il qu'elle tienne ses promesses. À commencer, dans les quartiers populaires, par ces promesses que l'on voit écrites sur le fronton, par exemple, des écoles. République française, RF, liberté, égalité, fraternité. Bon, il suffit de connaître un tout petit peu ces questions pour voir que ce n'est pas exactement tout le monde qui bénéficie comme ça, simplement, directement de ces promesses. Mais cette crise du modèle républicain, ce n'est pas simplement la crise de l'école, c'est aussi des changements radicaux dans nos modèles, dans nos visions de l'économie et dans le rôle de l'État dans l'économie. Je me souviens d'une époque où les grandes entreprises publiques étaient conçues de telle sorte que le message qui nous revenait était « ce qui est bon pour cette entreprise publique est bon pour la nation tout entière d'un côté et pour les personnels de l'entreprise d'un autre côté ». C'était ça aussi le modèle républicain. Bon, privatisation, transformation, je ne sais pas des jugements de valeur, c'est des constats. On est entré dans autre chose. On est entré. Et donc, le modèle républicain se défait côté économique, il se défait côté
disons, traitement des différences culturelles. Le modèle républicain nous disait, et c'est très important, vous pouvez être ce que vous voulez en privé, dans la mesure où vous n'allez pas outrepasser certaines règles, mais en public, nous sommes tous des citoyens. Il n'y a pas de place pour des identités collectives visibles. Donc, les Juifs de France connaissent très bien ce modèle. Je le dis parce que Jérôme Fourquet vient de publier une étude très intéressante sur pourquoi les Juifs de France, en partie, s'en vont. C'est aussi parce que ce modèle ne marche plus. Et ce modèle républicain ancien consistait à dire aux Juifs de France comme à d'autres, soyez Juifs en privé, mais pas visiblement dans l'espace public. Et l'affaire de Marseille récemment illustre la fin de ce modèle qui ne tourne plus, qui ne marche plus. On ne sait pas quoi faire des différences, et pas seulement religieuses. Et le modèle républicain classique, celui qui nous dit que dans l'espace public, on ne doit avoir aucun particularisme, on ne doit avoir que des individus libres et égaux en droit, des citoyens, ce modèle-là va battre de l'aile. Mais je pourrais vous donner d'autres exemples de cette crise de l'idée républicaine. J'en prends un dernier exemple, l'armée. Nous avions une armée de conscription. Alors vous me direz, c'était un Français sur deux, puisque les femmes en étaient exclues. Mais enfin, quand même, tout le monde, si on considère que seuls les hommes font partie de tout le monde allait faire son service militaire. On est passé, je crois, vers 92 ou 93, à une armée de métier. C'est aussi une transformation très importante. Alors, je ne vais pas continuer comme ça. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette crise du modèle républicain, moi, à l'époque, on me traitait de traître, de casseur de la République, enfin, tout simplement parce que je disais qu'il y avait une crise de ce modèle. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le comprend. Le paradoxe incroyable du pays dans lequel nous vivons, c'est qu'au moment où ce modèle connaît des grandes difficultés et appelle aggiornamento, il faut le repenser, à ce moment-là, tout le monde devient républicain en France. C'est quand même très étonnant. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire de notre pays au XIXe siècle, toute la fin du XIXe siècle, enfin, ça a été l'image de la guerre des deux France. On était républicain ou on n'était pas républicain. On était dreyfusard ou anti-dreyfusard. Il y avait deux France. Mais aujourd'hui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde est républicain. La droite s'appelle les Républicains. Et il n'y a pas plus en faveur de la laïcité républicaine à l'entendre que Marine Le Pen. Et donc, nous sommes tous républicains au moment où ce modèle connaît des grandes difficultés. Et donc, je pense qu'un des aspects de la mutation dans laquelle nous sommes, c'est la difficulté à penser la sortie de la crise de ce modèle et donc l'invention qui n'est pas forcément une rupture avec l'idée républicaine, c'est pas du tout ce que je souhaite en tout cas, mais qui implique évidemment des grandes transformations de la façon dont nous pouvons essayer de l'appliquer. Ça, c'est un point très important sur lequel je voulais insister. Un deuxième point très important sur lequel je voulais insister, c'est qu'à partir de ces années 73-74, et les choses se sont précisées, amplifiées ou concrétisées ensuite, nous sommes entrés dans une époque où assez rapidement, nous avons dû sortir de l'idée que notre pays se structurait autour de deux grands conflits. Il y avait un conflit géopolitique, alors ça c'était en gros le monde soviétique contre le monde capitaliste, même si la France essayait de dire on n'est ni l'un ni l'autre complètement, mais enfin quand même, les repères géopolitiques c'était ça. Si vous discutez avec des militaires, ils vous disent parfois c'était le bon temps quand on pouvait penser la stratégie facilement, parce qu'on faisait tous nos scénarios avec la guerre contre l'Union soviétique. Donc bon, aujourd'hui, faire des scénarios militaires, c'est plus compliqué. Et le deuxième conflit qui structurait notre vie collective et qui lui apportait ses repères, mais cette fois-ci en interne, c'était l'opposition du mouvement ouvrier et des maîtres du travail, qui donnait naissance à tellement d'autres choses. Eh bien tout ça, ça s'en va. La guerre froide est terminée, alors ça c'est complètement ou presque. Et deuxièmement, il est quand même difficile, même si on a beaucoup, comment dirais-je, de sympathie, d'estime, peut-être de nostalgie pour ce qu'a pu représenter le mouvement ouvrier. Mais enfin, il est difficile, et les chiffres que Jérôme vient de nous faire voir le confirment, de dire que le monde ouvrier, c'est le sel de la terre, c'est eux qui vont nous libérer et qui vont nous faire entrer dans un monde nouveau. C'est pas comme ça que les choses, me semble-t-il, se présentent. Et donc, nous sommes orphelins de deux conflits qui structuraient notre vie collective, qui apportaient des repères. Les uns étaient d'un côté, de l'autre, entre les deux. Mais enfin, nos repères, ce jeu-là, nous les avons perdus. Et donc, je pense que nous sommes aussi dans une, puisque j'insiste sur l'idée d'une mutation, à ce moment
où, certes, nous voyons ce que nous perdons, il faut réfléchir à ce que nous gagnons. Et par conséquent, il faut être extrêmement sensible à un certain nombre de contestations, d'initiatives, de mouvements dans cette société, qui certes sont petits, fragiles, fragmentés, ça part un peu dans toutes sortes de directions, mais qui nous indiquent que cette société est capable de construire des nouvelles formes de contestation. Ce qui me rend très triste, c'est que les principales contestations de ces dernières années, m'a-t-il semblé, étaient plutôt, comment dirais-je, réactionnaires ou conservatrices, que nous permettant de nous projeter vers l'avenir. On aurait pu avoir d'autres choses. La grande mobilisation du mariage contre le mariage pour tous, c'est un grand conflit, c'est extrêmement conservateur. Ça aurait peut-être pu être aussi l'occasion d'ouvrir des débats sur l'adoption, sur la procréation médicalement assistée, des choses comme ça. Ça a pris évidemment un tour tout à fait différent. En tout cas, voilà, je voulais vous dire qu'il me semble que si nous voulons réfléchir à comment sortir de la crise pour avancer dans cette mutation, nous devons être extrêmement sensibles, mais ce n'est pas ici que je dois dire des choses comme ça, et devant des amis comme ceux qui sont ici, nous devons être extrêmement sensibles aussi à ce qui naît, à ce qui veut exister. Et puis il y a un troisième mot, je ne sais même pas si Jérôme l'a prononcé, mais non seulement nous sommes orphelins de deux conflits, mais nous voyons l'Europe se déliter devant nous. Ça a été quand même une grande source de, comment dirais-je, d'espoir, de désir de construire autre chose, de ne pas, de construire quelque chose. J'ai pas besoin d'insister là-dessus, mais enfin après l'affaire grecque qui a failli quand même faire capoter l'Europe, et maintenant l'affaire des migrants, dont je vous assure qu'elle n'est pas terminée et qu'elle nous met elle va nous poser des questions énormes, des questions même ne serait-ce que de budget européen. Si l'Europe décide de mettre des milliards dans l'installation de dispositifs du côté de la Turquie pour contenir les migrants, si l'Europe, ça va coûter très cher, où est-ce qu'on va prendre cet argent? Et puis on voit Schengen qui se défait ou qui est très menacé. Enfin, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Je pense aussi que j'espère que nous n'allons pas devenir orphelins de l'idée européenne, mais que, oui, dans cette mutation, où, alors que l'Europe a été un immense espoir, nous devons aussi être très attentifs à ne pas laisser cet espoir se défaire. Alors, voilà les principaux éléments de la crise dont je voulais vous parler. Je voudrais vous dire aussi, mais là je crois que nous sommes tous d'accord, que nous avons le sentiment que les institutions de la République, cette fois-ci les institutions proprement dites, à la fois nous ont protégés, ça fait partie de ce que Jérôme évoquait tout à l'heure, lorsqu'il disait qu'en France, il y a une sorte de... que l'État a évité que la crise prenne un tour trop aigu, mais les institutions appellent, comment dirais-je, aussi réflexion. Je ne vais pas vous parler de la crise de la gauche, plus particulièrement, mais je voudrais juste terminer, avec l'autorisation de Pierre, par vous dire un mot de l'initiative que nous avons prise avec quelques amis, pour demander des primaires à gauche. Parce que je peux vous dire que je connais bien l'affaire. Alors, éviter le complotisme qui sévit aussi parmi les journalistes et les commentateurs et qui consiste à dire « Oh, pour qui ces gens-là roulent-ils? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qui est-ce qui tire les ficelles? Un tel est copain avec une telle, un tel a des relations... » Bon, il n'y a vraiment aucun complot, je tiens à vous le dire. Mais notre initiative, qui a quand même eu un énorme impact, moi je n'imaginais pas une seconde que les sondages diraient 3/4 des gens de gauche, au moins, veulent une primaire de toutes les gauches. C'est une initiative qui a eu le mérite de rompre avec ce qui était de plus en plus quelque chose de lancinant pour moi, cette image que tout vient d'en haut vers le bas quand il s'agit de construire le débat public. Et je pense que c'est ça qui a dérangé l'espace des commentateurs et donc des gens qui viennent d'ailleurs que de cet espace, même s'ils ont un pied dedans, hein, moi je ne m'en cache pas du tout, mais des gens qui voilà, tout ne vient pas de la parole de l'Élysée ou de la parole de Matignon, qu'il s'agit de commenter, etc. C'est une initiative, c'est évident, et je vais vous dire pourquoi elle est importante et en même temps quelles sont ses limites. Elle est importante parce qu'elle dit la chose suivante. Dans notre pays, il y a une énorme soif de débat, de réflexion collective, de prise en compte de ce qui est justement positif dans cette mutation, pas seulement la crise. Il y a une énorme attente, énorme. Donc c'est ça qu'il faut faire vivre. Mais si on veut le faire vivre, il faut qu'il y ait un horizon politique. Si on dit aux gens, venez débattre, c'est intéressant, oui bien sûr, mais c'est autre chose que si on leur dit, venez débattre et voyons comment on peut se transformer ces débats en quelque chose qui a une portée politique. Et donc,
cette initiative, elle articule le désir de débattre et l'idée que un horizon politique comme la primaire peut être décisif. Et donc, c'est pour ça que moi, je l'ai défendu, en tout cas. C'est ce qui m'intéressait le plus, c'est cette articulation d'une double exigence. Et donc, il n'y a pas une écurie présidentielle derrière, je vous le garantis. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de programme. Il y aura des nouvelles initiatives, on va lancer des débats, on va faire des publications, etc. Ce n'est pas le moment d'en parler trop en détail. Mais voilà, je voulais vous dire que je suis convaincu que parmi vous, il y en a un très grand nombre qui sont certainement de ce côté. On en avait déjà parlé en privé davantage avec Pierre il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, merci pour votre patience.